Bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte l'art d'optimiser vos conversions et votre e-commerce. Et CRO & Co, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une newsletter avec le récap de chaque épisode, des bonus exclusifs, des ressources offertes. Le lien est en description ou sur mon profil LinkedIn, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut faire débat, sobriété numérique et performance e-commerce. Est-ce vraiment compatible ? Le numérique représente plus de 4% de l'empreinte carbone en France. Elle est en hypercroissance, tirée par un e-commerce toujours plus gourmand, des pages web qui s'alourdissent, des photos et vidéos toujours plus nombreuses, car c'est quand même utile pour vendre, et l'IA et la Gen AI qui est également en pleine croissance. Alors est-ce que dans ce contexte, viser un numérique plus sobre, plus inclusif et plus durable, c'est renoncer à la performance business ? Est-ce que, en clair, on peut vendre plus en consommant moins ? Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Laurie Perron. Salut Laurie! Salut Laurent. Je suis ravi de t'avoir dans cet épisode. Et avant de plonger dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton rôle au quotidien ? Très bien. Donc moi, je suis Head of Ops chez Monsieur Guise et aussi référente éco-conception. C'est aussi une mission que je poursuis au sein de ma mission chez France Télévisions à l'heure actuelle. Donc pour faire simple, déjà l'Ops, c'est optimiser les performances, l'impact d'une organisation, d'équipe, de process. Et au final, l'éco-conception, c'est aussi une optimisation d'impact, mais environnemental. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi s'attaquer au process. Super. Et pour commencer cet épisode, je te propose qu'on clarifie un peu le vocabulaire par rapport au thème de cet épisode. On entend souvent parler de numérique responsable, de sobriété numérique, d'éco-conception, de green IT, de neutralité carbone. On peut facilement s'y perdre et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous définir très simplement ce qu'est la sobriété numérique et quel lien tu fais par rapport aux autres termes que j'ai pu citer juste à l'instant ? Très bien. Je vais commencer par reprendre un des termes que tu as évoqués, le numérique responsable. Le numérique responsable va englober plusieurs choses. L'accessibilité, dont on entend de plus en plus parler, et le sujet d'un précédent podcast. Tout à fait. On parlait de RG2A notamment et le European Accessibility Act. Donc éco-conception, accessibilité. Inclusion, toute la démarche de diversité au sein du numérique responsable. Donc il y a vraiment ces 3 piliers. En gros, c'est planète, people, profit. Les 3 P. Les 3 P. Les acronymes fonctionnent toujours Ça super. marche toujours. Donc on va retrouver ça. Et donc éco-conception, c'est un autre terme aussi pour se parler de sobriété numérique. Chacun ses préférences, mais on va chercher les mêmes objectifs de sobriété avec de l'éco-conception. L'éco-conception, souvent, on peut penser que c'est uniquement pour le design parce qu'il y a le terme conception. Mais en réalité, on a aussi la conception technique qui existe. Il y a la conception en réalité sur plein de choses, sur une stratégie et également, sur du marketing. Donc ça va englober tout ça. L'objectif est le même, que ce soit pour la sobriété numérique ou l'éco-conception, quel que soit le terme, c'est de réduire notre empreinte environnementale sur nos produits numériques. D'accord. Et justement, par rapport au début, je te parlais un peu du contexte où c'est vrai que les photos sont de plus en plus nombreuses, les vidéos de plus en plus lourdes, le streaming explose aussi, l'IA et toutes les features autour de l'IA sur les différents sites e-commerce aussi, notamment, je parle du chatbot, mais il y en a plein d'autres, la personnalisation et encore d'autres cas. C'est une réalité. Est-ce qu'il faut supprimer tous ces assets dont je viens de te parler ? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ? Quand même, derrière, il y a un enjeu de performance, bien entendu, e-commerce et digital. On a pu montrer qu'effectivement, une image va aider à vendre, une vidéo peut aussi aider à vendre, un chatbot va permettre du 24/24, 7/7, pourrait avoir un support client. Donc, il y a un vrai avantage aussi d'un point de vue utilisateur, mais toutes ces ressources sont gourmandes. Donc, comment tu arrives à faire cohabiter les deux ? Alors effectivement, la frugalité, c'est pas quelque chose d'évident dans le numérique. Cependant, la technologie va quand même pas mal nous aider. Il y a de très grandes avancées, de plus en plus, ça va de plus en plus vite comme tu le citais, mais les avancées peuvent avoir aussi du bon pour l'éco-conception, pour cette question de sobriété numérique. Si on prend le premier exemple, les images, c'est ce qui existe depuis plus longtemps. Typiquement, pour citer quelques exemples, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ont vu passer les formats WebP. Ouais. Il y a aussi maintenant les formats AVIF qui sont encore plus qualitatifs et plus légers. Beaucoup de formats aujourd'hui qui sont possibles et qui font que les images sont très légères et en fait, on peut en mettre, tout va bien, on peut continuer à vendre via les images. Donc les évolutions technologiques, au final, font qu'on va aller aider justement à optimiser ces valeurs environnementales de nos produits numériques. Donc là, je vais donner l'exemple des images, mais dans les vidéos, il y a de plus en plus d'optimisation. Donc à l'heure actuelle, comme je disais, je suis en mission chez France Télévisions. Et en fait, on a mis en place typiquement un mode éco qui s'adapte aux connexions internet des personnes ou alors au type de device et qu'on va venir mettre et qui va économiser grandement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le streaming, c'est ce qui consomme le plus malheureusement. Après, c'est le domaine, le cœur d'activité de plein d'entreprises, on ne peut pas leur retirer ça.
Merci Laurie pour ces premiers exemples, ces premières illustrations. On y reviendra un peu plus en détail. Mais peut-être déjà, est-ce qu'on pourrait poser les bases réglementaires? C'est quand même un sujet aussi important. Qu'est-ce qui aujourd'hui est en place? Qu'est-ce qui est obligatoire, pas obligatoire, recommandé? C'est une très bonne question pour commencer. Effectivement, la législation se renforce de plus en plus, notamment depuis janvier 2024, où, au sein de la loi Rennes, on a vu apparaître en recommandé le RGESN. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Au sein de celui-ci, un peu comme son voisin le RG2A, on va retrouver tout un tas de critères, une grille pour évaluer son taux de conformité. Et donc effectivement, on va voir apparaître petit à petit un renforcement de ces réglementations comme il y a eu au préalable pour le RG2A. La loi Rennes dont tu parlais, en fait, donc c'est les acronymes de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et par rapport au RGESN, c'est recommandé, c'est pas une obligation. Tout à fait. Quel est l'état des lieux aujourd'hui des entreprises, des organismes qui ont déjà fait la démarche de se faire auditer et d'afficher leur taux de conformité? Ce qu'on a pu observer, c'est que malgré tout, mais c'est à peu près le même mouvement que le RG2A, c'est d'abord tout ce qui est, service public qui commence, donc Ouais. beaucoup les villes, les métropoles qui sont lancées, les associations, tout ce qui est lié effectivement à l'État qui a commencé pour montrer le mouvement aussi. Mais c'est le même mouvement que le RG2A globalement. On s'attend à voir la même chose, que petit à petit, la réglementation s'élargisse, l'obligation commence petite et qu'on élargisse aux plus grosses entreprises. C'est ce qui se dessine, fort en fait de cette expérience du RG2A. Il risque de se passer la même chose. Ce qu'on pressent malgré tout avec d'autres experts du secteur, c'est que ça aille plus vite que le RG2A qui a mis une bonne dizaine d'années avant vraiment de se mettre en œuvre. Donc on a l'impression là que ça s'accélère, que ça va quand même plus vite que le RG2A. Il y a de plus en plus d'événements, plus en plus, il y a des consortiums d'experts aussi qui travaillent avec d'autres entreprises pour aller optimiser celui-ci et étendre cette réglementation autour de la conformité. Ça peut aller vite, mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport aux premiers exemples que tu as déjà donnés sur l'optimisation du format des images à vif, WebP, les optimisations sur le code, sur les vidéos, c'est des choses qu'on tacle déjà sur les sujets de web performance. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été embarquées dans le RG2A qui visent à simplifier, à guider l'utilisateur, à rendre les plateformes aussi un peu moins lourdes. Donc, le fait d'avoir déjà répondu, avoir un plan d'action également sur l'accessibilité, c'est, je pense, en tout cas, une partie qui est déjà couverte. Le RGESN, comme tu disais, c'est plusieurs dizaines de critères. Répartis en différentes catégories, bien rangées par métier d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner d'ailleurs quelques exemples de catégories? C'est assez classique, ça reprend un peu un flow de travail d'ailleurs, c'est d'abord la stratégie. Ok. Ensuite, il y a la partie, tout ce qui est autour de l'expérience utilisateur et du design. Il y a la partie contenu. Il y a ensuite la partie front, back, et tout ce qui est archi, hébergement, et pour terminer, l'IA, qui a été ajouté Très bien. également à l'intérieur. C'est toujours un travail en cours, mais petit à petit, ça s'est ajouté. Donc effectivement, là, rien que par rapport aux exemples que tu as mentionnés de front, de back, d'archi, c'est des sujets qui sont couverts dans les enjeux de web perf et d'accessibilité et d'éco-conception, moi qui fais partie de ce stream-là. Donc potentiellement, il faudra voir la liste des critères, mais certains sont déjà enclenchés, je veux dire, sur des plans d'action parallèles sur ces sujets-là d'accessibilité et de web perf. Effectivement, c'est des bons points. Souvent, ce que je prends comme, exemple quand j'ai besoin d'aller convaincre ou de réassurer des entreprises, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils font déjà, qui vont dans ce sens-là, mais sans s'en rendre compte. Donc il y a plein de critères en commun avec l'accessibilité sur du guidage, sur des animations, lecture automatique de vidéos, et cetera, qui vont avec. Il y a aussi beaucoup de critères autour des web perfs, donc c'est un des premiers mots que je donne aussi pour aller convaincre en fait des directions, qui vont justement, mettre en exergue que, tout ce qui est expérience utilisateur, accessibilité, ça a des bénéfices aussi pour l'éco-conception, dans le travail qu'ils peuvent, faire déjà aujourd'hui. Donc ils ont déjà plein de critères cochés, c'est un vrai Donc compte. c'est un bon début qui rassure et qui facilite d'enclencher la machine. Et là, on a vu du coup le socle réglementaire. Si maintenant on regarde un peu tous les gains, bien entendu pour la planète, pour l'environnement, mais aussi héroïstes, parce que ça va demander des investissements. Et derrière, la performance e-commerce et la sobriété numérique n'étaient pas opposées. Donc quels sont les gains aussi qu'on pourrait attendre pour une entreprise qui met en place une démarche de sobriété numérique? Donc pour moi, ce sont clairement des alliés. En réalité, ça va être réellement un levier d'efficacité, de performance plus durable au final, et aussi un levier d'innovation. On pense souvent que c'est lié à de la contrainte, à une perte de créativité, etc. Et en fait, grâce à celle-ci, on va aller, par exemple, être plus efficace dans une expérience utilisateur, retirer des fonctionnalités obsolètes, par exemple, et aller droit au but dans notre parcours utilisateur, ce qui nous permet de convertir plus vite. Donc ça, c'est un premier exemple qui est un des plus marquants. Donc là-dessus, je vous recommande à tous d'utiliser votre data, en fait,
On l'utilise des fois pas assez pour prendre des décisions. Les A/B tests et cetera, c'est vraiment une force pour prendre des bonnes décisions et maximiser les parcours utilisateurs pour augmenter la performance, mais aussi réduire, tout ce qui est, temps de chargement, taux de rebond qui va aller avec aussi. Donc tout ça, en fait, c'est des super bénéfices qui sont permis aussi grâce à l'éco-conception qui va de pair avec l'expérience et le business, ici. Et peut-être pour aussi rebondir, tu parlais de coûts. Je pense pas que ce soit un coût parce qu'en réalité, si on adopte plutôt une approche long terme et pas juste un one shot, enfin un gros projet sur l'éco-conception qui coûte beaucoup de temps et de ressources, si c'est quelque chose qui est vraiment sur du long cours qu'on intègre dans nos process, donc c'est vraiment ça aussi moi que je cherche dans l'approche Ops, ça permet, effectivement que ce soit, plus transparent aussi, que ça soit pérennisé sur du long terme. Parce qu'effectivement, on fait un gros projet et après on sait qu'il y a des évolutions produits qui arriveront derrière. Donc l'idée, c'est d'aller sur du long terme en implémentant cette approche-là et en fait, sur du long terme, qu'est-ce qui va se passer? Réduction en fait, de bande passante, réduction d'infra, réduction de coûts derrière. Effectivement, quand je parlais de coût, c'était d'investissement, parce qu'on sait que c'est aussi une priorité à donner dans une roadmap avec des sujets de priorisation. Après, il y a 2 approches potentiellement aussi, c'est de se dire comment je rattrape ce qui a été fait en dette presque environnementale, au-delà de la dette technique, et comment en proactif, par contre, je l'intègre dans mon process pour dès le point de départ, en phase de conception technique, design, je l'intègre dès le départ pour pas avoir à le rattraper derrière et cumuler de la dette. Mais c'est effectivement peut-être des automatismes, des habitudes et de la formation qui est nécessaire à cette étape-là. Et comme tu l'as dit, c'est pas un big bang. Ça peut se faire step by step. Au moins là, on se dit pas, bah, j'ai tout mon prochain quarter qui est dédié à ça. En tout cas, c'est peut-être une approche qui peut fonctionner pour certaines boîtes qui se disent, bon, maintenant, on met toute l'énergie, on y va. Mais en tout cas, l'approche que tu recommandes, c'est d'y aller par itération, progressivement. Tout à fait. Tu parlais de data, Ouais. tu parlais d'A/B test. Et justement, j'ai un exercice pour toi. Si on se dit que on va utiliser la data, on va faire un A/B test et on va montrer justement que on va mettre une vidéo sur une fiche produit. On montre dans tous les cas qu'il y a un vrai gain significatif sur la conversion. Ça aide à la vente. En revanche, derrière, on a aussi un vrai constat pour se dire que c'est très consommateur. Donc on a à la fois ce constat de l'impact environnemental qui est clair, qui est prouvé. On a l'impact business de l'autre côté qui est également clair et prouvé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc effectivement, c'est un peu une question piège. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, à celle-ci, surtout quand le cœur de métier, effectivement, ça aide aussi à la conversion, comme tu le dis. La première question à se poser, c'est: est-ce que c'est porteur d'informations? Même question que pour l'accessibilité. Si c'est le cas, effectivement, et si ça nous évite de charger un reste de page, c'est déjà ça de prix. Certes, ça va pas compenser la vidéo. Sûr. Ça va travailler malgré tout derrière, tout ce qui est codec, en fait, mais là, c'est l'aspect plus technique des vidéos. Quand on n'est pas un produit dédié au streaming, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les ressources à être un certain coût. Donc ce que j'ai envie de recommander aux personnes qui nous écoutent, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on a besoin déjà pour tous les fiches produits? Est-ce que c'est pas en fait, plutôt il y a des campagnes, il y a des moments, des produits qu'on a besoin de remettre en avant? Et dans ces cas-là, on sélectionne réellement et on n'en met pas de partout. Dans ces OK. cas-là, ce sera déjà une première étape pour minimiser et pas être trop gourmand. C'est une approche un peu de personnalisation, presque, en se disant plutôt que je le fais, en massif pour tous, il y a peut-être aussi des parcours ou des segments d'utilisateurs qui seraient plus appétents à avoir cet aspect un peu plus prononcé sur de la découverte produit et ainsi de suite, par rapport peut-être à un client repeater qui connaît déjà le produit. Donc il y a peut-être des mécanismes comme ça, ou ça en tout cas des questions à se poser, dessus. Et effectivement, les questions, j'ai vu aussi passer une règle. On adore les acronymes, on adore les règles. La règle des 3 U qu'on peut se poser aussi, c'est: est-ce que c'est utile? Donc est-ce que ça répond à un vrai besoin utilisateur? Est-ce que c'est utilisé? Ça, c'est aussi un vrai point. C'est-à-dire qu'on a une feature, on se dit: «C'est super», mais est-ce que des chiffres prouvent qu'en AB test, ça a montré une plus-value? Est-ce qu'au final, les taux d'usage de la feature sont prouvés aussi? Et pas se dire: «Non, mais la vidéo, tout le monde adore». Peut-être que suivant les sites web, les secteurs, ça fonctionne pas et ça ne performe pas de la même manière. Et enfin, est-ce que c'est utilisable? Est-ce que l'UX est bon? Donc voilà, est-ce que dès qu'il y a une feature, se poser les questions des 3 U: est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est utilisable? Ça peut aussi se permettre d'avoir ce réflexe de se dire: par défaut, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai le ROI à la clé derrière? Tout en prenant en compte toujours la dimension environnementale derrière. Et ben justement, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques illustrations clés que tu as pu mettre en place avec des gains potentiellement à la clé aussi, dans ton expérience chez France Télévisions ou ailleurs? Je vais avoir des exemples plus sur la partie produit, OK, et après sur la partie organisationnelle, liée à l'Ops, très bien. sur la partie pérennisation. Pour donner des exemples rapides, donc France TV, la vidéo, effectivement, c'est le point clé. Quelque chose qu'on a mis en place, c'est un mode éco. Donc la qualité est moindre et surtout, effectivement, la consommation énergétique est bien moindre. Pour se donner un ordre d'idée, avec juste un test au début avec peu d'utilisation, parce qu'il n'était pas très visible le mode éco, rien que 1 à 3 d'utilisation, ça a amené à 445 téraoctets de données économisées.
Pour faire la traduction en plus clair, la moitié de l'empreinte carbone d'un Français sur un an, ce qui est OK. astronomique Mmh. juste avec un petit taux d'utilisation. Et donc ça, on est en train de l'étendre justement pour qu'il soit mis par défaut sur certains devices. Et là, justement, je rebondis sur un point et j'ai 2 questions. Tu disais 1 à 3 mais pas très visible. Ouais. Donc là, du coup, est-ce que vous avez déjà fait une itération en termes de visibilité du mode, dessus? Et du coup, est-ce que les 1 à 3 a déjà évolué? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez aussi un taux de satisfaction de l'usage? Parce qu'on peut cliquer, voir ce que ça donne, ne pas être satisfait, revenir en arrière, ça génère un taux de clic sur la feature, mais on n'a pas forcément une vue de satisfaction de l'utilisateur par rapport à cette feature. Alors, c'est une question encore un peu piège et je vais t'expliquer pourquoi. Ça s'est passé un peu avant les JO et gros sujet business pour les JO, tu bien. Donc on n'a pas pu itérer aussi vite qu'on voulait. Donc là, on est en train de se remettre sur le sujet pour son optimisation. Cependant, ceux qui l'utilisaient continuent à l'utiliser et l'enregistrer dans leurs paramètres. OK. Donc Satisfait, satisfaction, ouais, c'est ça. mais niveau visibilité et sensibilisation, parce qu'effectivement, on avait une copine qui allait avec pour un peu sensibiliser l'utilisateur, ce qui est aussi clé pour nous de sensibiliser nos utilisateurs. Ça, c'était assez fonctionnel, mais on s'est dit on peut en faire encore mieux, notamment en travaillant sur tout le parcours pour donner plus de visibilité à ces éléments-là. Bah, déjà, c'est un très bon point, le fait qu'en fait, ils conservent ces paramètres dans leurs préférences. Ça montre effectivement le point de satisfaction, ce qui est quand même clé. Parce qu'on peut très bien cliquer effectivement juste pour se rendre compte et au final ne jamais y retourner, ne pas l'utiliser. C'est un exemple très clair sur le mode éco. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager? Alors, je vais pas rentrer dans le détail des petites fonctionnalités parce qu'il faut en avoir des tonnes, des quick wins sur des images, sur le moteur de recherche, et cetera. Comme on s'est dit après, ce qui est clé, c'est, vraiment unité fonctionnelle clé, parcours clé. C'est-à-dire que pas hésiter à supprimer des fonctionnalités. Mais du coup, ça, le mettre dans les process, ces réflexes-là de prendre des décisions avec ces données-là et oser supprimer. Ce qui est pas évident quand les équipes vont travailler sur quelque chose, hein. Moi, j'ai travaillé les process notamment chez France Télévisions, et des choses qui sont réplicables ailleurs assez facilement et je fais souvent des règles en d'autres boîtes pour que justement ils puissent s'approprier ces éléments-là. Globalement, comment ça se passe? Tout à l'heure, tu m'as cité la priorisation. On a revu nos critères de priorisation pour que dès le début, ce soit pris en compte. C'est-à-dire que souvent, on priorise par l'impact, mais l'impact, c'est dire beaucoup de choses. Et on a décomposé notre critère d'impact. Impact business, avec une pondération, impact utilisateur, une pondération, et impact environnemental et sociétal, avec une pondération. Certes, c'est pas aussi important que le business direct, mais ça nous permet déjà d'éviter d'avoir des choses qui sont aberrantes d'un point de vue environnement ou inclusion, accessibilité. Donc ça, c'est le premier point. Et je trouve que ce qui est important aussi de l'avoir dans ta grille de priorisation, en fait, c'est un reminder permanent, en fait, pour les équipes. Parce que ce qu'on se disait, c'était former les équipes, que ça devienne un réflexe dès les phases de conception, dès les phases de réflexion, même avant même de parler de conception. Là, au moins, c'est un critère à part. La pondération est plus faible, certes, comme tu l'as mentionné, mais au moins, ça crée le réflexe aussi d'avoir cette vue sur l'impact de l'environnement à chaque étape Tout à fait. du développement du produit. Une fois qu'on a priorisé, on sait qu'on va se lancer sur telle ou telle initiative. Donc ce critère, il va aussi perdurer dans le RICE, donc pour les solutions, donc il reste réellement de bout en bout, mais il n'y a pas que la stratégie. Il y a aussi la conception, le développement. Comment ça se passe pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Typiquement, on a créé des checklists de bonnes pratiques par métier. Si je suis designer, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Si je suis développeur, si je suis PO. Et en fait, à ces points d'étape vraiment clés de review, donc en review design, en review dev, on va venir checker ces éléments-là et les intégrer dans notre definition of done. Donc petit à petit, on les a amenés dans les pratiques des équipes et ça permet de pérenniser et s'assurer de pas avoir des choses aberrantes d'un point de vue éco-conception. Donc ça, c'est pour tout le flow, pour toutes nos équipes. Et d'ailleurs, on pourrait le mettre dans les ressources aussi, il y a effectivement une toolbox qu'on a créée avec Monsieur Guise, on a remis toutes ces checklists-là qui sont accessibles à tous. Eh ben, écoute, tu as anticipé ma question. J'allais dire, est-ce que c'est possible de partager ces checklists? Parce que ça, c'est vrai que c'est très fonctionnel. Potentiellement, sur un slide, des fois, tu as un récap concret de tout ce qu'il faut penser. Donc, super. Les ressources seront dans la description, seront surtout dans la newsletter. Donc top. Et enfin, pour terminer la question de la mise en œuvre, pour notre part, on a revu tout notre procédé de post-MEP, comment on prend des décisions, comment on utilise réellement la donnée. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on va amener ces questions de est-ce qu'on garde ou pas telle fonctionnalité? Est-ce que ça a de la valeur ou non? Grâce au profil data que vous avez dans votre entreprise, l'idée, c'est de faire le point par rapport aux objectifs que vous avez fixés au préalable, aux indicateurs à suivre par rapport à vos critères d'impact, vous dire oui ou non,
ça remplit ses objectifs et avant tout des objectifs d'utilisabilité de la solution, des objectifs aussi business. Ici, on parle même pas d'éco-conception. Déjà, se poser la question si c'est utile ou non, les différents U que tu as évoqués tout à l'heure. Les 3 U, ouais. Justement, là, tu fais un peu un lien avec les KPI. Est-ce que tu peux nous partager justement, alors est-ce que c'est ceux-là? Est-ce que tu en as d'autres, les KPI clés à suivre dans ces démarches-là? Alors les premiers KPI, en fait, vont être des KPI, produits, utilisateurs. Parce qu'effectivement, si c'est pas utile, utilisable pour les Exactement, utilisateurs, on y revient. on y revient une fois de plus. Si c'est réellement un réel besoin utilisateur, on va le garder, ça va être l'intérêt. On va pas le retirer par rapport à l'éco-conception. Donc c'est nos premiers critères. Ensuite, on a les critères autour de la performance, justement. Donc les web perfs, le temps de chargement, la bande passante, etc. Et ceux-là, on va pouvoir les associer à tout ce qui est aussi infrastructure et des notions de FinOps qui sont plus sur de la data et de la technique aussi affinée. Donc là aussi, j'aurai des ressources. Donc il y a cette partie-là également à prendre en compte. Et enfin, purement éco-conception, on imagine bien, il y a une RGSN, du coup un taux de conformité à suivre dans le temps aussi, à le faire régulièrement cet audit pour voir son évolution, qu'on espère positive. Et enfin, et ça, du coup il y a plusieurs outils qui existent pour aller mesurer la consommation, tout ce qui est CO2, qui est eau, énergie, etc. Et justement, tu disais, faire un audit régulièrement pour voir l'évolution. Est-ce que tu as déjà en tête une fréquence qui paraît légitime, pertinente en tout cas, pour remettre à niveau, son audit? Ça va dépendre en fait de la taille de l'entreprise, du produit et de la régularité des MEP. Si effectivement on a très régulièrement des grosses MEP, je recommanderais de le faire à chaque fois après les grosses MEP. Mais par défaut, je pars plutôt sur un audit par an, en moyenne. Et quand tu dis un audit après chaque mètre, combien de temps prend un audit que tu as un outil? Et d'ailleurs, ça serait une bonne transition pour parler des outils derrière, qui peut te donner ton score, ton taux de conformité, juste en mettant, ton domaine et te l'analyse automatiquement. Mais comment tu peux te permettre de faire ça après chaque release? Pour faire le premier audit, tu sais qu'il y a plusieurs approches et qu'il y en a qui mettent plus ou moins de temps. J'ai mes tips perso après de mon côté. Tu peux nous en partager un ou 2? Pour le premier audit, pour moi, ce qui est clé, en fait, je le fais comme un atelier avec les experts que je réunis. Je disais tout à l'heure qu'il y a des sections, en fait, différents onglets. C'est un Excel, hein, globalement, la grille, avec différents onglets. Et en fait, je réunis les experts de chaque onglet autour d'une table et on se répartit ces différents onglets. On fait d'abord une première itération en petits groupes, chacun par onglet, et après on repartage et on affine. Et le fait de réunir les bonnes personnes et de savoir faciliter aussi ce genre d'exercice vous fait gagner beaucoup de temps. Bien sûr, après, il y a une partie de documentation, preuve qui prend plus de temps, mais le plus gros déjà pour voir très vite où est-ce qu'on en est et là où on va pouvoir agir aussi en parallèle quand on avance cette documentation, c'est déjà hyper important. Et une fois qu'on a fait ce premier exercice, qu'on a sorti donc ce premier taux de conformité et publié la déclaration aussi d'éco-conception, pareil que RG2A d'ailleurs, l'idée je parlais de une fois par an ou après les grosses MEP, c'est qu'à minima, refaire une repasse sur les critères où justement c'était fixé qu'on allait améliorer et au moins on met à jour cette partie-là et on remet la bonne documentation à jour. On va pas tout refaire d'un coup si on sait qu'on a optimisé ça, ça et ça, on va toucher à cette partie-là, ce qui fait que c'est quand même plus efficace, dans la mise à jour. Donc tu cibles en fait sur les critères ce qui a été impacté par la release en fait, Exactement, sans avoir à repasser sur exactement. l'ensemble des critères. Tout à l'heure, tu parlais aussi des KPI plus techniques. Un exemple, le poids des pages ou le nombre de requêtes, par exemple. Est-ce que vous définissez aussi des seuils qui peuvent fonctionner partout? Ou alors, enfin, c'est toujours difficile de se dire: «On doit le réduire». Comment mettre un seuil? Ce seuil, est-ce qu'il peut fonctionner pour toutes les entreprises, pour toutes les activités? Comment ça se passe? C'est difficile, c'est même voire impossible. Pourquoi ça? Parce que tous les produits sont différents. J'ai donné l'expérience sur le streaming tout à l'heure, effectivement, c'est pas du tout le même but du produit. Donc automatiquement, on va pas pouvoir comparer et donner des seuils similaires parce que ça n'a rien à voir ce qu'on va venir, proposer à l'intérieur de ces pages-là. Donc le nombre de requêtes, le poids des pages sont plutôt à définir en fonction du produit. Marocco, c'est faites un premier état des lieux, voir où est-ce que vous en êtes et vous fixez un premier seuil, un nouveau seuil de réduction qui vous paraît faisable, atteignable sur un temps donné. Stratégie vraiment KPI, OKR Ouais. à définir. Et allez-y petit à petit comme ça, jusqu'à après arriver à un seuil, on se dit non, c'est plus réaliste. Bah, comme d'habitude, on fait des projections. Après, elles sont mises en prod. Tu vois si c'est réaliste ou pas. Tu réajustes aussi, au fil de l'eau, globalement. Donc ça sera vraiment dans une approche test and learn aussi sur cette Tout à fait. partie-là. L'IA, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Les use cases se multiplient, pour le coup sur les sites e-commerce et ailleurs. On sait que ça a un impact, clair sur l'environnement. On sait que ces features-là sont montrées comme un vrai impact aussi sur l'e-commerce, sur la personnalisation, l'aide à la conversion, les chatbots dont je parlais.
C'est quoi ta posture aussi sur cette partie-là entre le développement de l'IA, comment le cadrer en termes d'usage par rapport notamment à son impact négatif sur l'environnement? Alors, sans surprise, c'est une catastrophe pour l'environnement, l'IA. Malgré tout, ça évolue et de plus en plus, ils vont venir partager justement les chiffres et il y en a qui s'améliorent sur des points. Mais ça reste un impact astronomique. Ça, on peut pas se le cacher, c'est hyper visible. Malgré tout, en fait, c'est se poser les bonnes questions et toujours mesurer. Si on a déjà de la mesure sur l'existant, on peut aller chercher justement à éviter d'avoir de trop gros impacts, des trop grosses hausses justement d'impact environnemental. Et pour ça, la mesure est vraiment clé. Si on n'a pas de mesure jusque-là, mettons-la en place quand même. Comme ça, on voit quand même l'évolution. Donc ça, pour moi, ça reste un point clé dans tout ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, tous les cas sont différents, les IA sont différentes. Si on en fait une main dans une entreprise, ça va être encore différent aussi. Donc, mesurer au maximum. Ensuite, on se l'est déjà redit, mais je le répète une fois de plus, c'est est-ce que c'est vraiment utile aussi? Parce que des fois, on s'emballe un peu, on dit tiens, on va tester ça, on va mettre ça en œuvre, mais testons que ça fonctionne bien aussi, que ça a vraiment un impact positif et autant qu'escompté, hein. Pareil, en plus, l'IA, c'est un coût de la mise en œuvre de plus en plus en fonction de si on veut développer des choses sur mesure. Donc là aussi, il y a des choses à mesurer et des questions à se poser. Donc continuons à nous les poser également sur ces aspects-là. Et très important en interne, recommandation, c'est de bien sensibiliser et former les collaborateurs à ces enjeux-là. Parce qu'il y a plein d'enjeux aussi sur des questions d'éthique, en plus de la sobriété. Donc il faut bien former les collaborateurs et si on le peut aussi, les utilisateurs, quand on leur propose quelque chose, au moins informons-les de ces points-là. C'était l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec la popine justement sur le mode éco. C'est le pourquoi on fait ça, quels avantages ça donne. Ça peut redonner du sens aussi d'un point de vue utilisateur. Exactement. On va arriver à notre boîte à croco. Donc en fait, c'est une série de quelques questions flash pour gratter encore quelques tips. Est-ce que tu es prête? Allons-y. Allez, c'est parti. Une erreur que tu vois encore trop souvent dans une phase d'éco-conception. Plus qu'une erreur, ce que je vois, c'est plutôt la crainte, en fait, pour ceux qui conçoivent justement. Pourquoi une crainte? Parce qu'ils sont pas assez sensibilisés, formés au sujet. On a peur que ce soit uniquement de la contrainte en réalité, qu'on rajoute encore des complexités dans la conception, mais en réalité, c'est vraiment un levier à la créativité, à l'innovation. Donc on pense autrement. Et une fois de plus, il y a plein de choses que des fois on fait déjà pour l'expérience utilisateur, pour l'accessibilité, pour la performance, qui répondent à ces enjeux-là. Donc il y a souvent un manque de réassurance. C'est plutôt peur de pas y aller que je dirais. Une personne à suivre sur LinkedIn sur le sujet. Il y en a beaucoup en réalité. Personnellement, j'aime bien travailler avec Témésis et notamment Christophe Clouzot, qui est plus sur la partie design d'ailleurs, qui est très pertinent aussi dans ses interventions. Super. On ajoutera évidemment dans le post LinkedIn, dans la newsletter, les différentes ressources et personnes à suivre. Et d'ailleurs, lien avec ma prochaine question, là où les ressources incontournables sur le sujet que tu conseilles. Il y en a une panoplie de plus en plus. Je vous conseille vivement d'aller suivre tout ce que fait Designer Ethic, qui est vraiment une communauté assez forte qui fait des événements. Et à chaque fois, il y a les replays. Ils font régulièrement, moyen toutes les 2 semaines, des webinaires aussi. Il y a une communauté également d'échanges de bonnes pratiques. Ils ont des articles, des ressources. Donc pour moi, c'est une des meilleures références parce qu'elle va allier plein d'experts justement qui échangent régulièrement. Parfait. Ton conseil express à un e-commerçant qui souhaite justement se lancer dans une démarche de sobriété numérique. Alors pour les e-commerçants et même n'importe qui, ce que je dis souvent, c'est d'abord comprendre, mesurer, optimiser. D'abord la sensibilisation, avant toute chose, pour bien comprendre de quoi on se parle avant de se lancer. Ensuite, mesurer pour savoir où est-ce qu'on en est, faire un état des lieux assez simple avec des outils basiques sans aller payer forcément de suite un outil. État des lieux simple. Et ensuite, on va pouvoir optimiser en fonction de ce qu'on a mesuré, donc où sont les gaps les plus importants à traiter. Tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement aussi, mais c'est vrai que comment on peut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui, lesquels tu recommandes? Gratuits, pas gratuits, les plus simples pour commencer? C'est quoi ta reco dans ta toolbox? Alors, ça dépend aussi si on est sur du web ou de l'applicatif. OK. Il y a beaucoup plus de choses côté web qui sont accessibles sans rien faire ou avec un Lighthouse, par exemple, Green IC Analysis, on va pouvoir avoir plein de choses. Avec l'inspecteur aussi, tout simplement, on peut avoir pas mal d'informations déjà, sur le réseau, le nombre de requêtes et cetera. C'est déjà assez visible. Ça, c'est pour faire un premier état des lieux. Si on est sur de l'applicatif, rapprochez-vous en fait de vos équipes de développement. Ils pourront vous donner plein d'informations sur le poids des pages, le nombre de requêtes. Ils auront ces éléments-là. Donc rapprochez-vous d'eux. Et même si vous n'avez pas ces outils, voilà, rapprochez-vous des équipes de dev, c'est vraiment la clé. Ça, c'est pour faire état des lieux quand on n'a pas de budget, par exemple. On D'accord. veut commencer simplement, pour avoir quelque chose d'assez macro.
Quand on cherche à aller plus loin, à mesurer ce qui est consommation d'énergie, d'eau, CO2 et cetera, vaut mieux aller chercher un outil vraiment à implémenter. Ceux que je connais bien pour ma part, c'est GreenSpector et Fruger. GreenSpector, l'avantage, c'est qu'il a ce côté, il touche à l'applicatif et pas uniquement, au web par rapport à ses concurrents et il est vraiment très pointu, techniquement parlant. Si vous voulez commencer simplement, vous êtes pas expert, d'un point de vue facilité de prise en main, je recommande Fruger, mais par contre, c'est plus sur la partie web. D'accord. Et j'ai vu passer aussi l'éco-index qui permet de donner une note de A à G, justement sur la performance environnementale d'une page ou d'un site. C'est quoi ton point de vue sur l'outil? Eco-index, c'est par rapport aux exemples que je te donnais au tout début pour faire un état des lieux. D'accord. Il y a toute une panoplie, il y en a qui sont un peu plus précis qu'Eco-index, qui ont donné plus de recos, mais ça reste très macro, vaut mieux avoir, plus de finesse d'analyse, derrière. Et peut-être dans un autre outil aussi, pour commencer, dans cette phase 1 dont tu parlais, tu as Website Carbon Calculator qui pourrait aussi peut-être rentrer dans cette toolbox pour une phase 1 de macro, estimation? Tout à fait. Donc il y a effectivement toute une panoplie, d'outils qui existent, pour commencer. Donc on a cité quelques-uns jusque-là. Celui-ci fonctionne également. Il y a Castor aussi qui, s'intéresse également à l'accessibilité. Donc il y en a vraiment toute une panoplie qui sont à retrouver dans la toolbox également. Ça y sera. Dernière question express, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout simplement, je pense, comme la plupart des gens, sur LinkedIn OK, et je fais régulièrement des événements sur Paris et sur Nantes pour, ceux qui nous écoutent. bah, top. Je vais te laisser le mot de la fin. Le message que je souhaite te faire passer, c'est vraiment sobriété, numérique et performance business ne s'opposent pas, ils vont se renforcer mutuellement. Quand on se dit moins de gaspillage, derrière, c'est pour faire plus de valeur. Top. Merci pour tous ces enseignements, toutes les ressources dont tu as parlé, qu'on ne peut pas bien entendu couvrir dans un épisode, mais qui seront bien entendu poussées dans la newsletter. Donc justement, pour ceux qui veulent aller plus loin, inscrivez-vous à la newsletter CRO & Co. Vous y retrouverez le récap de l'épisode, des templates, les ressources offertes dont Laurie a parlé, les personnes à suivre, que je remettrai également. Le lien est dans la description ou accessible via mon profil LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à CRO & Co. et partagez-le également aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Laurie, merci encore. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Salut.